Cette semaine à Enquête, le Canada est-il devenu un paradis pour la mafia? Le Canada est un bon endroit pour la mafia. Au Canada, les risques de poursuite et d'emprisonnement sont moindres qu'ailleurs. Et Toronto, son quartier général. Ça fait plus de 10 ans que nous disons aux Canadiens de faire attention parce que la ndrangheta est très présente au Canada, surtout à Toronto. Quand la police italienne critique sévèrement les autorités canadiennes dans sa lutte contre la mafia. Ici, il y a une loi anti-association mafieuse. Vous savez qu'au Canada, on n'en a pas. Vous n'avez pas une loi sur les associations mafieuses? Non. C'est pas sérieux? C'est pas possible. Bienvenue à Enquête. Le rôle que joue la mafia est plus que jamais dans l'actualité, avec les témoignages qu'on a entendus à la commission Charbonneau. Et on risque d'en entendre encore plus parler avec la libération dans les prochains jours de Vito Rizzuto. Que fera-t-il? Se vengera-t-il? Chose certaine, le monde interlope au Canada a beaucoup changé depuis sa condamnation. La mafia sicilienne a perdu de son lustre au profit de la mafia calabraise, la ndrangheta, la plus puissante au monde. La ndrangheta est peu visible au Québec, mais règne en Ontario, surtout à Toronto. Dans notre enquête de cette semaine, réalisée en collaboration avec le Toronto Star, plusieurs affirment que la ndrangheta est passé maître dans l'art de corrompre les milieux d'affaires et politiques. Et si Toronto était plus corrompu que Montréal? Enquête sur le rôle au Canada de la ndrangheta, l'autre mafia. La ndrangheta est une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. C'est le plus grand territoire ici à Siderno. Il y a 96 locales criminelles. À Toronto, il y en a 9 en tout. La ndrangheta est un État dans l'État. Elle contrôle tout le territoire, 365 jours par année. Attention, Canada. Il faut toujours prendre au sérieux les crimes organisés. La ndrangheta du Canada est très liée à la ndrangheta en Italie. Les mêmes familles qui sont actives en Italie le sont aussi à Toronto. Quand vous voyez l'impact économique et la corruption politique du crime organisé, c'est aussi dévastateur que le terrorisme. C'est ici, dans la tranquillité des montagnes, des plaines et des villages côtiers de la Calabre, que la mafia la plus puissante du monde contrôle une partie des activités du crime organisé au Canada, surtout en Ontario. Elle se nomme la ndrangheta, un mot tiré du vieux grec qui signifie « homme courageux et vaillant ». Cette mafia s'est fait connaître dans les années 70 et 80 par ses enlèvements spectaculaires, comme ce fut le cas en 1973 pour le petit-fils du milliardaire Jean-Paul Getty, caché pendant 5 mois dans les montagnes de la Calabre. Un enlèvement qui fit la manchette partout dans le monde. Pour convaincre Getty de leur verser une rançon, les ravisseurs ont fait parvenir à un journal de Rome une enveloppe contenant une oreille de son petit-fils. Ils ont finalement obtenu 3 millions de dollars contre la libération de Paul Getty. C'est avec ce genre de coup d'éclat que la ndrangheta s'est enrichie pour par la suite se convertir dans le trafic de drogue. Malgré sa puissance et sa richesse, cette organisation reste fortement ancrée dans la tradition locale de la Calabre. Rares sont les images où l'on voit ses dirigeants réunis ensemble. La ndrangheta est une organisation encore plus discrète que la Cosa Nostra sicilienne, mais tout aussi violente, même dans ses chansons. La ndrangheta est un État dans l'État en Calabre. C'est une mafia extrêmement bien organisée.
Dans un village des montagnes calabraises, ces dirigeants ont même fait construire un réseau complexe de tunnels pour leur permettre de se cacher ou de s'enfuir lors des rafles policières. Contrairement à la Cosa Nostra sicilienne, la 'Ndrangheta est presque impossible à infiltrer avec sa structure horizontale et les liens de sang unissant ses membres. Si vous êtes membre de l'organisation et que vous décidiez de témoigner contre un autre membre, essentiellement, vous trahissez votre propre frère, votre mère ou votre père, ce qui nous rend la tâche très difficile. L'omerta est quasi complète, mais pour une des rares fois, la police italienne a réussi à filmer, il y a quelques années, une rencontre entre ses plus hauts dirigeants. Grâce à ces images, on peut assister au rituel sacré des dangereux mafieux de la 'Ndrangheta. Chaque année, sous la statue de la Madone, dans le petit village de San Luca, se tient le Criminé, soit le regroupement des chefs de chacun des clans de l'organisation, incluant certains du Canada. Ici, les nouveaux chefs sont choisis, les rôles sont déterminés et les priorités pour l'année suivante sont établies. La 'Ndrangheta compte 10 000 membres à travers le monde. Son chiffre d'affaires atteint les 60 milliards de dollars annuellement, 3 % du PIB de toute l'Italie, grâce notamment au monopole sur le trafic de la cocaïne en Europe. Mais de plus en plus, la 'Ndrangheta est présente dans l'économie légale, en recyclant l'argent provenant de la drogue. Ses dirigeants contrôlent, entre autres, l'industrie de la construction dans plusieurs régions d'Italie. J'ai payé entre 1980 et 2002. En tout, vous avez payé combien? Plus de 3 millions de dollars. Chaque mois, l'entrepreneur Gaetano Safiotti recevait la visite de mafieux calabrais pour leur remettre de grosses liasses d'argent pour payer son pizzo. Un jour, il en a eu assez et a décidé de filmer à leur insu les hommes qui venaient le collecter pour, par la suite, les dénoncer à la police. Ce système du pizzo dans la construction a été exporté en Amérique du Nord, notamment au Québec, où des entrepreneurs allaient payer leur dû au quartier général des Rigiuto, le Constanza. Ici, tout le monde doit payer le pizzo à la 'Ndrangheta. Ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour nous faire comprendre qui est le vrai patron. Grâce à sa collaboration avec la police, Gaetano Safiotti a fait emprisonner près de 100 mafieux. Mais il le paie très cher. Il nous a montré la chute radicale de son chiffre d'affaires du jour au lendemain. On a incendié ses camions et il craint en permanence un attentat contre lui ou sa famille. C'est pas une question de courage. J'ai peur de me faire tuer, qu'on fasse sauter mes véhicules. Mais j'avais davantage peur qu'au lieu d'enseigner les bonnes valeurs à mon fils, il aurait fallu que je lui montre à qui il doit donner de l'argent. Gaetano ne regrette rien, même s'il doit vivre escorté par des gardes du corps 24 heures sur 24. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Autrefois, je pensais que j'étais libre, mais c'était une fausse liberté. Gaetano vit à quelques kilomètres d'un des plus gros ports d'Europe donnant sur la Méditerranée. La construction du port de Jaua Tauro s'est terminée dans les années 90. L'opération Solare, menée conjointement par la police italienne et américaine, a levé le voile sur le rôle de ce port au cœur d'un vaste réseau de distribution européen de cocaïne provenant du Mexique et de la Colombie. De leur petit village de la Calabre, les mafieux de la 'Ndrangheta sont ainsi devenus très influents dans l'économie de plusieurs régions en Italie en blanchissant leurs narcodollars. Et ça, c'était l'appartement de boss de Palermo, Guttadauro, qui habitait... Un autre mafieux? Oui, un autre mafieux. Alberto Nerazzini a réalisé plusieurs documentaires sur la mafia. On pense à la mafia et on pense toujours à des assassinats, l'homicide, le sang, la violence dans les rues et tout ça. Mais la mafia, pour moi, même aujourd'hui, est blanche. La mafia, c'est l'infiltration dans les grands palais de la politique, c'est l'infiltration dans l'économie, c'est l'infiltration dans la société. Comme au Québec, l'industrie de la construction est le secteur idéal pour le blanchiment de l'argent provenant du trafic de drogue. D'ailleurs, c'est en partenariat avec des Calabrais que le clan des Rigiuto au Québec a failli réussir à obtenir le contrat de construction du pont de Messine, un projet de 7,5 milliards de dollars
qui finalement a été annulé. Selon les enquêtes policières, une grande partie des travaux de l'autoroute menant au site où le pont devait être construit est contrôlée par la mafia calabraise. Tous les contrats de construction, publics ou privés, sont accordés à des compagnies liées à la Ndrangheta. Toujours? Toujours, toujours. Ils sont partout? Ils sont partout. Le grand projet en Italie qui attire la Ndrangheta actuellement, c'est l'exposition universelle de Milan en 2015. Les travaux ne sont même pas commencés que la police est déjà sur les dents avec ce qu'elle entend dans les conversations téléphoniques entre mafieux. C'est très intéressant d'écouter les mafieux qu'ils parlent de l'expo. Ils ne sont pas en retard. Les institutions sont en retard, la région est en retard, la politique est en retard. Les mafieux ils sont là, déjà prêts. Alberto Neradzini a obtenu les transcriptions de l'écoute électronique des entrepreneurs liés à la Ndrangheta. En gros, ils disent qu'il faut s'organiser. On a besoin de 500 hommes pour l'expo. Il faut être prêt pour l'expo parce que beaucoup de contrats vont arriver. Ils parlent avec les politiciens pour les mafieux et ils disent que l'idéal, la chose idéale, ce serait de lui faire le directeur de l'expo. Le modus operandi à Milan pour blanchir l'argent sale à travers les contrats de construction ressemble à ce qui se fait ici lors des appels d'offres publics. La corruption est présente à tous les échelons, de la compagnie qui remporte la mise aux sous-traitants mafieux. Les appels d'offres sont organisés selon les besoins de l'entrepreneur qui doit remporter la soumission. Pour qu'il soit certain. Oui. Et pour être certain de l'emporter, il doit payer quelqu'un? Il paye les fonctionnaires ou les politiciens. Gaetano Safiotti, l'entrepreneur de Calabre qui a dénoncé la Ndrangheta, ne participe pas aux appels d'offres dans la région de Milan, craignant retomber dans les griffes de la mafia. Ni là ni ailleurs, où les clans mafieux calabrais sont très actifs, notamment au Canada. Je sais que les clans de la Ndrangheta ont des racines au Canada, notamment à Toronto et à Montréal. Après la pause, Toronto plus infiltré par la mafia que Montréal. Leur présence est actuellement plus importante qu'au Québec parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir. Cet homme au volant de sa voiture blindée est directement sur la ligne de feu dans la guerre contre la mafia en Italie, comme l'était le juge Giovanni Falcone avant qu'il ne soit tué lors d'un attentat en Sicile en 1992. Le sacrifice du juge Falcone est une source d'inspiration pour Nicola Gratteri, procureur antimafia vedette qui pourchasse sans relâche la Ndrangheta. Est-ce qu'il arrive parfois que vous avez l'impression que vous allez finir un peu comme Falcone? Est-ce que des fois, vous avez l'impression que vos jours sont comptés? Des fois, j'y pense. Et malgré tout, vous continuez? Je continue parce que je ne veux pas vivre comme un lâche. Et je veux continuer à regarder dans les yeux les gens qui me font confiance. Malgré les nombreuses menaces qu'il a reçues, le procureur Gratteri conduit lui-même sa voiture. Mais il est escorté en permanence par 3 gardes du corps qui le suivent dans une voiture derrière. Il doit toujours être en mouvement pour éviter les embuscades. Lorsque nous avons accompagné le procureur Gratteri en juin dernier, il se rendait en Sicile pour prononcer une conférence devant d'autres procureurs. Dans le traversier reliant la Calabre à la Sicile, ses gardes du corps ne le lâchaient pas d'une semelle.
Je vis sous escorte depuis 1989. À l'époque, les mafieux ont tiré sur la maison de ma fiancée. Ensuite, ils l'ont appelée pour lui dire de ne pas m'épouser car elle épouserait un homme mort. Par la suite, on a intercepté une conversation dans une prison où on disait qu'il fallait me tuer avec une bombe, moi ainsi que mes gardes du corps parce que j'avais ruiné leur vie. Il y a 20 jours, on a intercepté une autre conversation téléphonique où on entendait un chef dire qu'il avait acheté 15 kilos d'explosifs pour me tuer. Depuis ces années, je fais toujours attention. La lutte de Nicolas Gratteri contre la 'Ndrangheta ne se limite pas à la Calabre. Dans l'enquête Criminée à laquelle il a participé, un chapitre complet porte sur l'infiltration de la 'Ndrangheta au Canada. La mafia à Toronto est plus forte que celle de Montréal. Pendant longtemps, au Canada, c'était le contraire. La mafia la plus puissante était à Montréal et était dirigée par le Calabrais Vic Cotroni. Le crime organisé à Toronto était alors à ses pieds. Mario Latraverse dirigeait à l'époque l'escouade antimafia de la police de Montréal. À Toronto, il ne dirigeait pas ça comme il pouvait le diriger au Québec. Mais il y avait un pourcentage des profits que l'Ontario faisait. Mais l'ère des Calabrais a pris fin avec l'emprisonnement de Frank Cotroni, la mort de son frère Vic et le meurtre de Paolo Violi, l'aspirant parrain par le clan sicilien des Rizzuto. Les Siciliens, à un certain moment donné, ont demandé à New York la permission de tuer Paolo. New York, avant de donner cette permission-là, ont fait une enquête. Ils ont envoyé 2 émissaires ici. Après la discussion entre eux, Paolo est tué. En tuant Violi, plus rien n'empêchait les Siciliens de prendre le contrôle du crime organisé à Montréal. Une partie des Calabrais se sont rangés derrière eux. Les autres ont quitté pour l'Ontario, surtout Toronto, plus riche. C'est là où, discrètement, la branche canadienne de la 'Ndrangheta calabraise a pris son essor, avec à sa tête le groupe de Siderno. En Italie, ce procureur antimafia de la Calabre suit de près les activités de la 'Ndrangheta au Canada. Le Canada français n'est pas particulièrement infiltré par la 'Ndrangheta, mais le Canada anglais, lui, l'est. Nous en avons appris davantage sur son importance lors d'une enquête que nous avons menée dans les années 90, sur ce qu'on appelle le groupe de Siderno. Siderno, petit village côtier du sud de l'Italie, un village en apparence sans histoire. Mais c'est de là que proviennent les clans mafieux les plus dangereux de la Calabre, qui se sont implantés en Ontario. La corruption là-bas est endémique. L'arrestation que l'on voit ici est celle de nul autre que le maire du village en 2010, Alessandro Figliomini, soupçonné d'entretenir des liens avec la 'Ndrangheta. Il aurait agi comme intermédiaire entre le clan Comisso et les mafieux ontariens. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Thunder Bay, autrefois ville jumelle de Siderno. La police italienne le soupçonne avoir profité de ses visites pour rencontrer des contacts mafieux établis dans cette ville. Dans un rapport d'enquête, la police italienne fait état de l'existence en Ontario de 7 locales ou clans de la 'Ndrangheta à Toronto et de 2 à Thunder Bay. Ça fait des années qu'on enquête sur la 'Ndrangheta au Canada. Il y a des clones de l'organisation en Italie et à Toronto. Il y a des interfaces. Il y a un clan de la 'Ndrangheta à Siderno en Italie qui est en lien avec un clan à Toronto. Un autre clan à Mammola qui est en lien avec un autre clan à Toronto. Les règles d'affiliation et d'affaires à Toronto sont les mêmes qu'en Italie. Les procureurs italiens sont convaincus que la 'Ndrangheta a infiltré l'économie légale canadienne, surtout ontarienne, pour y blanchir une partie de ces milliards provenant des revenus de la cocaïne, comme l'ont fait les Rizzuto au Québec et ailleurs. Le Canada est un État vierge pour la 'Ndrangheta. Ils ont infiltré l'économie, surtout la construction, plus précisément les secteurs de l'excavation et du ciment. Le Canada est un lieu stratégique à cause de sa proximité avec les États-Unis. C'est aussi un endroit important pour leurs activités internationales, comme le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.
Cet ancien officier de la GRC, Ben Suave, dirigeait jusqu'en 2004 la lutte contre le crime organisé en Ontario. On lui doit, entre autres, l'arrestation d'Alfonso Caruana, le chef du puissant clan des Caruana Contreras, qui vivait calmement à Woodbridge, dans le nord de Toronto. Il est nullement surpris des résultats des enquêtes italiennes. À son avis, cela démontre l'importance de l'infiltration de la 'Ndrangheta dans l'économie ontarienne. Et dans une déclaration choc, il affirme que la corruption qu'elle engendre est au moins aussi pire en Ontario qu'au Québec. L'Ontario a les mêmes problèmes, la même corruption, les mêmes groupes criminels qu'au Québec. Mais ils sont beaucoup plus discrets. Alors les autres endroits n'ont pas eu la même attention que le Québec. Est-ce que ça signifie qu'ils sont moins actifs, qu'ils ont moins infiltré l'Ontario? Au contraire, ils sont probablement plus actifs qu'au Québec. Ben Suave n'est pas le seul à penser ainsi. Antonio Nicasso est un spécialiste de la mafia qui a déjà été victime d'un attentat alors qu'il vivait en Calabre. Il est établi depuis une quinzaine d'années à Toronto. Leur présence est actuellement plus importante qu'au Québec parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir. Aussi, la 'Ndrangheta canadienne est étroitement liée à la 'Ndrangheta italienne. Ils sont très forts, mais demeurent discrets. La pieuvre de la 'Ndrangheta en Ontario, surtout dans la région de Toronto, n'agit pas seulement dans le milieu des affaires. Des sources policières de la région de Toronto nous ont affirmé qu'elle parvient aussi à corrompre les politiciens. André Cédillo se souvient avoir assisté il y a quelques années à un événement bénéfice à Toronto où étaient présents des politiciens et des membres associés à la 'Ndrangheta. Le chef mafieux a été présenté à mon contact. Et là, le chef mafieux avait sa table, à quelques tables seulement, de politiciens de Toronto. Et à la pause, j'ai vu, à ma grande surprise, le chef mafieux qui parlait avec le politicien de Toronto. L'infiltration passait par des politiciens, la police, des personnes œuvrant dans le système judiciaire, jusqu'aux manufacturiers. Les politiciens, vraiment? Absolument. Parfois, les politiciens sont très naïfs. Ils ne se méfient pas du danger. Ils serrent des mains, ils acceptent de l'argent et après, ils veulent être pardonnés. Quand vous regardez l'impact économique, la corruption politique par le crime organisé est aussi dévastatrice que le terrorisme. Même ici? Absolument. Le grand patron actuel dans la lutte contre le crime organisé au Canada, l'inspecteur Wayne Jacquard de la GRC, dit ne pas être en mesure de déterminer laquelle des deux provinces, le Québec ou l'Ontario, est la plus infiltrée par la mafia, non plus l'étendue de la corruption que ces activités engendrent. De la part de la GRC, il n'y a aucun renseignement que j'ai qui démontre que cette infiltration a été faite au plus haut niveau du gouvernement en Ontario ou ailleurs. Mais on le sait que c'est une méthode d'opération qu'ils ont. Néanmoins, est-ce que l'économie est touchée par le crime organisé? Oui, l'économie est touchée par le crime organisé. Non pas seulement en Ontario, mais ailleurs. Après la pause, des individus recherchés par la police italienne qui vivent confortablement à Toronto. Le Canada n'a pas de loi anti-mafia. Être un membre d'une organisation criminelle n'est pas un crime au Canada. Comme plusieurs autres mafieux de la Calabre, cet homme a fui la justice italienne pour se réfugier dans la grande région de Toronto en 2004. Antonio Comisso était à la tête d'un des clans les plus puissants de la Calabre. Lors de sa fuite, il venait d'être condamné à 10 ans de prison pour complot pour meurtre, trafic de drogue et d'armes et corruption. Ayant obtenu un statut de résident permanent dans les années 70, il est entré au Canada en montrant son propre passeport. Il a obtenu par la suite un permis de conduire en règle et une carte d'assurance maladie. Il vivait dans cette résidence en banlieue de Toronto sans être inquiété jusqu'à ce que la police italienne obtienne son extradition un an plus tard. Cette guerre is not a joke.
c'est pas une blague, là. C'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre. Pour nous, c'est normal. Nous sommes en guerre. À la guerre comme à la guerre. Gian Bellavia est un spécialiste du blanchiment d'argent œuvrant pour la police italienne antimafia. C'est quoi ça? C'est l'histoire de Papalia Rizzuto. Pour lui, le Canada est un véritable paradis pour les mafieux, avec ses lois beaucoup moins sévères que celles italiennes, notamment pour contrer le blanchiment d'argent. Les grands pays qui ont beaucoup de matières premières, qui sont peu peuplés et qui ont un grand potentiel de développement, sont ciblés par les organisations criminelles. Antonio Comisso est un des rares à avoir été extradé ces dernières années par le Canada pour qu'on le jette en prison en Italie. Si on se fie au rapport d'enquête de la police italienne, le Canada est devenu un véritable refuge pour des mafieux qui veulent échapper à la justice italienne. L'enquête Criminée a identifié une trentaine de résidents ou d'anciens résidents canadiens qui ont un lien avec la mafia. Parmi eux, une vingtaine vivent toujours au Canada. Selon nos recherches, la moitié d'entre eux sont visés par des mandats d'arrestation italiens, mais ils vivent paisiblement en Ontario sans être inquiétés. 8 ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient en territoire italien. Le Canada est un bon endroit pour la mafia. Au Canada, les risques de poursuite et d'emprisonnement sont moindres qu'ailleurs. Le Canada n'a pas de loi anti-mafia. Être un membre d'une organisation criminelle n'est pas un crime au Canada. En Italie, le clan d'Antonio Comisso avait l'habitude de tenir ses réunions secrètes à Siderno, dans la buanderie du centre commercial appartenant à Giuseppe, son frère. Il était surnommé le Maître. Il a été condamné l'an dernier à 14 ans de prison. Pour arriver à ce résultat, la police italienne a réussi un coup d'éclat en plaçant dans la buanderie des microphones, un peu comme l'avaient fait les policiers de la GRC en installant des caméras au Constanza, dans l'est de Montréal. Dans une conversation impliquant des mafieux vivant au Canada en visite à Siderno, on parle souvent de Toronto. Dans l'extrait suivant, il est question des méthodes de surveillance de la police et le fait que certains reportages ont porté sur la 'Ndrangheta. Ils sont aussi à Toronto. Ils nous ont montré à la télévision. Ils ont tout montré. Ils doivent être prudents, Toronto. Je leur ai dit qu'il faut faire attention. Parce qu'ils ne sont pas tous des hommes d'honneur. Le procureur vedette Nicolas Gratteri est un de ceux qui a dirigé l'opération ciblant la buanderie de Siderno. Il critique lui aussi sévèrement les autorités canadiennes pour leur manque de collaboration. Ça fait plus de 10 ans que nous disons aux Canadiens de faire attention parce que la 'Ndrangheta est très présente au Canada, surtout à Toronto. On n'avait pas une bonne collaboration avec la police canadienne. On nous a très peu écoutés. Mais récemment, la police canadienne semble être davantage intéressée à ce que nous leur disons. Ils sont davantage conscients du problème de la 'Ndrangheta. L'ancien dirigeant de la GRC dans la lutte contre le crime organisé en Ontario, Ben Soave, admet que la police canadienne s'est traînée davantage les pieds dans la lutte anti-mafia en Ontario qu'au Québec, où beaucoup d'argent a été dépensé dans l'enquête Colisée. Il y a des gens dans la police qui ne comprennent pas comment fonctionne le crime organisé. Des gens qui pensent qu'on peut faire des enquêtes durant 1 an et tout arrêter par la suite parce que ça coûte trop cher. Ils ne comprennent pas que le crime organisé est implanté ici depuis longtemps et que ça va continuer longtemps. C'est là où la police échoue, lorsqu'elle ne comprend pas le crime organisé et ne le prend pas au sérieux. Celui qui a succédé à Ben Soave, Kevin Harrison, a admis au Toronto Star que la police ontarienne a négligé ces dernières années la 'Ndrangheta, que la priorité visait d'autres groupes du crime organisé. Le grand patron de la lutte anti-mafia de la GRC au Canada, l'inspecteur Wayne Jacquard, affirme que les choses ont été rétablies. Il y a toujours quelque chose qui peut être fait d'une façon meilleure. Ça, on l'avoue. Mais est-ce que vous concédez que pendant un certain temps, les choses n'ont pas été comme elles auraient dû aller? Mais si les choses en Ontario, comme M. Harrison a mentionné, ont traîné, je suis certain qu'ils n'ont pas traîné ailleurs. De fait, la GRC avait amorcé en 2008 une grande enquête en Ontario contre la mafia,
le projet Opeggio, un peu après le projet Colisée au Québec. Selon des documents que Radio-Canada et le Toronto Star ont obtenus, cette enquête ciblait une quinzaine de gros noms de la Ndrangheta et une trentaine de personnes dites d'intérêt proches du crime organisé. Mais cette enquête n'a duré qu'1 an. Elle a été abandonnée en 2009. M. Jacquard ne veut pas dire pourquoi. Il se limite à dire que l'exercice n'a pas été vain. Même si un projet ou une opération cesse, l'information qui a été recueillie par cette enquête-là n'est jamais perdue. Donc, ça rentre dans nos banques de données et on continue à en faire de l'analyse. Donc, l'information n'est jamais perdue. En parcourant la liste des différents suspects dans l'enquête Opeggio de la GRC et Criminés d'Italie, nous avons pu établir des liens entre les individus ciblés et au moins 6 compagnies de construction ontariennes, ce qui n'est pas sans rajouter aux soupçons de l'infiltration de la mafia dans le secteur de la construction en Ontario. On profite du crime organisé parce qu'ils investissent de l'argent. Ça devient un problème lorsqu'on trouve ça positif. Si personne ne se tire dessus, si personne ne sonne l'alarme, personne ne crie ou n'appelle son député pour se plaindre, qui se préoccupe de leur investissement? C'est une question d'attitude. Ils empoisonnent notre économie. Ici, il y a une loi anti-association mafieuse. Vous savez qu'au Canada, on n'en a pas. N'est pas possible. Vous n'avez pas une loi sur les associations mafieuses? Non. C'est pas sérieux? N'est pas possible. Plusieurs des personnes vivant au Canada que les autorités italiennes voudraient extrader font face à des accusations en vertu de la loi anti-association mafieuse. Cette loi rend coupable quiconque a des liens volontaires avec la mafia sans qu'il ne soit nécessaire de commettre directement un crime, contrairement au Code criminel canadien. Il s'agit en quelque sorte d'une loi d'exception qui sert d'outil principal dans la guerre contre la mafia en Italie. Cette loi, qui n'existe pas au Canada, ne peut donc pas être utilisée pour extrader quelqu'un. Si la mafia s'est installée à Toronto, c'est parce que le système législatif n'est pas très sévère. C'est la même chose dans des pays de l'Europe du Nord où il n'y a pas de lutte contre la mafia parce que pour eux, la mafia n'existe pas. C'est la même chose au Canada. Les Italiens ont-ils raison de critiquer le laxisme des autorités canadiennes? Wayne Jacquard et Kevin Harrison de la GRC affirment ne pas avoir reçu les mandats de la police italienne pour l'arrestation de gens liés à la Ndrangheta en Ontario, que ces mandats n'auraient vraisemblablement pas franchi le processus d'extradition en raison du fait que le Canada n'a pas de loi anti-association mafieuse. Est-ce que vous comprenez la frustration des Italiens? Définitivement. C'est jamais facile de travailler dans un autre pays parce que on a discuté que la loi est différente de chaque pays. On trouve à jouer à l'intérieur de nos lois et pour s'assurer qu'on protège les intérêts à l'intérieur de nos pays. L'Italie fait la même chose. Après la pause, quand Siciliens et Calabrais font des affaires ensemble. S'ils ne sont pas dans le territoire d'origine, ils ne veulent pas créer des problèmes. Il faut se trouver d'accord, il faut se mélanger. Au-delà de la puissance de la Ndrangheta de Toronto, tous se demandent ce qui va arriver quand Vito Rizzuto sortira de prison dans les prochains jours. Il n'est pas certain qu'il reviendra vivre à Montréal, où son clan a été passablement affaibli au cours des dernières années. Nous poursuivons notre enquête. Nous sommes en 2007. La police italienne découvre dans cette maison de la Calabre une cache lors d'une perquisition. Cette maison appartient à Carmelo Bruchese, un Calabrais qui vit actuellement à Toronto, considéré comme un fugitif par la police italienne, qui le connaît bien. La police l'a même filmé en sortant de la buanderie se trouvant dans le centre commercial appartenant au chef du clan de la Ndrangheta à Siderno. Des transcriptions de conversations téléphoniques datant de 2004, obtenues des tribunaux italiens, établissent que Carmelo Bruchese était en contact d'affaires avec Vito Rizzuto. Je l'ai ici à Toronto. Tout est prêt. Si quelqu'un de là vient ici, il n'y a pas de problème. 5 jours plus tard, Rizzuto est arrêté dans sa maison de luxe à Montréal. Il sera extradé aux États-Unis, où il est condamné à 10 ans de prison pour sa participation à un triple meurtre commis en 1981 pour le compte de la famille mafieuse Bonanno de New York.
Quelques heures après cette arrestation, Francesco Arcadi, un lieutenant de Rizzuto, un Calabrais, communique avec Bruchese, qui est atterré. C'est vraiment des mauvaises nouvelles. J'espère que tout sera résolu sous peu. Qu'est-ce qu'on peut faire, Carmelo? Maudite misère, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les jours qui suivent, Carmelo Bruchese quitte le Canada pour Milan. Mais pendant plus de 15 mois, il va garder contact avec les différents lieutenants de Vito Rizzuto. Qui est donc ce Calabrais recherché par la police italienne et qui vit paisiblement à Toronto? Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été acquitté en Italie dans un procès impliquant le clan Rizzuto pour blanchiment d'argent. Mais depuis, de nouvelles accusations ont été portées contre lui pour association mafieuse. Bruchese est décrit dans les documents de l'enquête criminelle de la police italienne comme un participant à une organisation criminelle complexe au Canada, composée de plusieurs cellules familiales calabraises et siciliennes, impliquées dans le trafic international de drogue. Malgré tout, son casier judiciaire est vierge au Canada. Ses liens avec le clan Rizzuto démontrent la proximité qui existe entre Calabrais et Siciliens lorsqu'il est temps de faire des affaires, que c'est une erreur d'opposer systématiquement les clans mafieux. Le documentariste italien Alberto Nerazzini souligne qu'en Amérique du Nord, tout est en jeu, qu'il n'y a pas de territoire, que des intérêts. Une erreur très grande, c'est l'erreur de sous-évaluer la mafia. Ils sont des gens qui, s'ils ne sont pas dans le territoire d'origine, ils ne veulent pas créer des problèmes. Ils doivent arriver, ils doivent s'installer et il faut être silencieux, il faut se trouver d'accord, il faut se mélanger. Au Québec, l'organisation criminelle la plus puissante est la Cosa Nostra. Mais c'est une Cosa Nostra différente que celle en Sicile. La Cosa Nostra américaine et canadienne est une organisation qui n'accepte pas que les Siciliens. À Montréal, la Cosa Nostra était composée de criminels provenant de différentes régions d'Italie, de la Calabre et de la Sicile. Mais l'arrestation de Vito Rizzuto en 2004 a tout chambardé. Depuis, les attentats ne se comptent plus dans la métropole. Les tueurs ont frappé jusqu'au sommet de son clan, avec le meurtre de son père Nicolo, de son fils Nick Jr., avec la disparition de son bras droit, Paolo Randa, avec le meurtre de celui désigné par la mafia de New York pour lui succéder, Salvatore Montagna. Qu'est-ce qui va ressortir de toute cette violence? Même les enquêteurs anti-mafia les plus chevronnés ne peuvent le dire, comme Éric Vecchio de la police de Montréal, qui a témoigné à la commission Charbonneau. On prend les Calabrais, on prend les Siciliens, puis un jour, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est comme, je peux faire l'analogie, c'est comme une forêt. Hein? Quand on a des feuillus, quand que ça repousse, c'est des conifères. Quand que les conifères meurent ou on les coupe, ça repousse en feuillus. Donc, il y a un changement qui se fait là, tout naturellement comme ça. Avec la nouvelle génération de mafieux, assisterons-nous à un changement de style, comme en Italie? À Montréal, la mafia italienne est encore un peu stéréotypée. Je pense tout le temps à la cérémonie funéraire de Nick Rizzuto, par exemple. Ça, pour moi, c'était une scène d'un film de Scorsese. C'était l'ostentation de pouvoir, de richesse. En Italie, on n'a pas ça. Les mafieux ne vont pas dehors comme ça, parce qu'il faut être dans l'ombre, silencieux. Plusieurs voient dans les attentats des dernières années à Montréal la signature de la 'Ndrangheta de Toronto, mais selon nos sources, son rôle serait limité. Malgré tout, cet analyste de la GRC, qui a témoigné à la commission Charbonneau, pense que les Calabrais dirigent actuellement la mafia montréalaise. Je ne suis pas en train de dire que la faction sicilienne est complètement disparue. Par contre, il y a un retour du crime organisé d'origine calabraise qui s'est fait suite à l'arrestation et à l'extradition de M. Vito Rizzuto. Certains signes sur l'influence de la 'Ndrangheta sur les événements de Montréal ne trompent pas, notamment la présence aux côtés de Rénal Desjardins lors de son arrestation pour le meurtre de Montagna en 2011, de Vittorio Mirarchi, d'une famille calabraise établie en Ontario. Desjardins a pourtant été longtemps associé aux Siciliens de Vito Rizzuto. Dans la mafia, les alliances se font et se défont.
Pour l'auteur Antonio Nicasso, c'est l'occasion ou jamais pour la Ndrangheta de profiter de la situation géographique de Montréal, qui en fait une plaque tournante du crime organisé en Amérique du Nord. Celui qui contrôle Montréal contrôle son port. C'est le point d'entrée principal pour le trafic de stupéfiants à destination de New York. Je crois que la Ndrangheta a réalisé l'importance stratégique du port de Montréal pour avoir accès au marché new-yorkais. S'ils réussissent à mettre la main sur Montréal, ils pourront contrôler les voies de trafic de la cocaïne vers le marché de drogue le plus important au monde. Vito Rizzuto pourra-t-il reprendre sa place lorsqu'il reviendra au Canada? Se rangera-t-il derrière les Calabrais? S'associera-t-il à la Ndrangheta en allant vivre à Toronto, comme le pensent certaines sources policières? Difficile à dire, mais quoi qu'il fasse, il ne faut pas le compter pour battu. Les Rizzuto avaient la capacité d'investir des sommes colossales en Italie pour construire le pont de Messine, de faire des affaires aux Philippines, d'investir en Suisse. Ils concevaient le marché de façon globale. On sous-estime ces gens dans la rue. Bien sûr, pour atteindre leur but, ils ont besoin d'entretenir des liens avec des gens qui n'ont rien à se reprocher. Mais il ne faut jamais sous-estimer les criminels. Ce sont des criminels de première classe. Quoi qu'il advienne, une chose est claire pour ceux qui luttent contre la mafia. La pire erreur que nos gouvernements pourraient faire serait de sous-estimer la capacité d'adaptation de la mafia. En Calabre, le procureur Gratteri n'hésite pas à lancer cet avertissement, même si la situation au Canada est loin d'être aussi dramatique que dans le sud de l'Italie. Qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas ce problème-là au sérieux? Dans 7 ou 8 ans, vous aurez les mêmes problèmes que nous en Italie. La Ndrangheta sera plus présente et donc, ça veut dire moins de démocratie. Plus la Ndrangheta s'impose sur le marché, moins nous aurons de liberté pour faire nos propres choix. Il ne faut pas penser qu'ils peuvent uniquement acheter des restaurants, des hôtels, des supermarchés. Ils pourraient prendre le contrôle des journaux ou même des chaînes de télévision pour contrôler l'information. Ça, c'est l'ultime étape de la mafia. Quand Vito Rizzuto sera libéré de sa prison du Colorado, il sera libre comme l'air, mais devra quitter immédiatement le territoire américain pour le Canada. Pour l'instant, aucune demande d'extradition n'a été formulée par la justice italienne. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. La semaine prochaine, Enquête, le mystère sur les causes de la mort des 2 sœurs Bélanger en Thaïlande. Her body does not look like normal death. Ils ont gardé les corps 5 jours sans vouloir les redonner aux autorités canadiennes. Donc, ils cachent quelque chose? Moi, je trouve que c'est cacher quelque chose. Who asked you and everybody not to talk about this case? Canadian Embassy. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.